Bonjour, aujourd'hui je vous propose un petit cours sur les lois fondamentales de l'électricité et donc pour ça on va étudier les trois grandeurs physiques qui sont importantes en électricité et on va étudier les lois qui les régissent. Pour commencer, la première grandeur que nous allons étudier c'est le courant. Le courant, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le déplacement des électrons à travers notre câble électrique ou notre matériau quelconque. Nous, en l'occurrence, dans les circuits électriques, on utilise du câble. Donc, ici, vous avez un générateur électrique. On voit que mon courant que j'ai schématisé en rouge suit les fils, tout simplement. Si jamais j'ai une division, si jamais j'ai un nœud qui se produit ici, et que j'ai mon circuit qui se divise en deux, comme ça, hop, j'ai mon courant qui va lui aussi se diviser en deux et qui va revenir ici. Une règle très importante à comprendre, c'est que ce qui sort du générateur ici, il revient forcément là. On aura exactement la même chose en entrée et en sortie, rien ne se perd. La deuxième grandeur importante qu'on va étudier, c'est la tension. La tension, c'est une différence de potentiel électrique. Qui dit différence dit soustraction. Ce qui signifie que si je connais le potentiel électrique au point A et le potentiel électrique ici au point B, ici on a une résistance qu'on va appeler R, eh bien je peux connaître la tension aux bornes de ma résistance en faisant le calcul suivant. Hop, UR égale UB moins UA. Et donc ma tension, je la flèche comme ça. Enfin, pour finir, la troisième grandeur dont on va avoir besoin, c'est la résistance. La résistance, c'est la capacité d'un matériau à empêcher le courant de circuler. Plus on va avoir une résistance qui est grande, plus on va avoir un courant qui est petit. Et donc, ces trois grandeurs, qu'on a ici, elles sont régies par une loi qu'on appelle la loi d'Ohm, qui dit que la tension, elle est égale à la résistance fois le courant. U égale R fois I. Alors cette loi d'Ohm, on a ici un petit exercice d'application pour comprendre comment elle fonctionne. Alors on a ici un petit circuit électrique tout bête, avec un générateur qui délivre une tension U et une petite résistance R. U est égal à 10 volts, le volt est l'unité de la tension, et la résistance est égale à 50 ohms. Donc c'est le symbole grec oméga, c'est l'unité également de la résistance. Donc, si jamais je veux connaître le courant qui circule dans ce circuit, j'applique simplement la loi d'Ohm. Donc je sais que U est égal à R fois I. Ce qui veut dire que I, ce que je cherche, est égal à U sur R, qui est donc égal à 10 volts sur 50 ohms. Et donc 10 sur 50, c'est égal à 0,2. Et on rajoute bien sûr l'unité du courant, c'est l'ampère, du nom de celui qui l'a découvert. On peut également convertir tout ça en milliampères pour avoir un nombre plus précis. Hop. Ce qui évite d'avoir des nombres à virgule. Ce qui nous fait 200 milliampères. Donc je sais que le courant ici qui circule dans mon circuit, que j'appelle I, il est égal à 200 milliampères. On a vu tout à l'heure que quand j'ai un générateur qui me génère un courant, je retrouve obligatoirement le même courant en sortie de mon circuit. Et bien ça porte un nom, c'est ce qu'on appelle la loi des nœuds. Comment elle fonctionne cette loi des nœuds? Déjà, qu'est-ce qu'un nœud? Un nœud, c'est ce qu'on a ici et ici. C'est-à-dire un croisement entre plusieurs fils. C'est un endroit où le courant va pouvoir se diviser. Donc ici, j'ai mon courant I. Il va avancer dans mon circuit. Hop, comme ça. Il va arriver à ce nœud. Qu'est-ce qu'il va faire? Obligatoirement, il va se diviser en deux.
je vais avoir un premier courant ici que je vais appeler IA. Hop. Et je vais avoir un deuxième courant ici que je vais appeler IB. Et donc, je sais que, étant donné que je dois retrouver la même chose en sortie de mon circuit qu'en entrée, je sais qu'en sortie ici, en revenant à ce nœud, je vais me retrouver de nouveau avec I. Donc je le remets en vert. Hop. Ce qui veut dire, pour résumer, que dans ce circuit, j'ai I qui est égal à IA plus IB. Il est important de noter que le courant choisira toujours le chemin le plus simple pour lui. Et le chemin le plus simple pour lui, c'est celui qui a la plus faible résistance. Ce qui fait que si ici j'ai un courant I délivré par mon générateur et que ici, hop, je mets juste un fil sans résistance, mon courant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre entièrement ce chemin-là. Et aucun électron ne suivra cette branche-là où il y a la résistance. Parce qu'ici, en fait, j'ai une résistance qui est nulle. Donc, pour le courant, c'est beaucoup plus facile de passer par là. Et donc, ce qu'on a mis en place ici, cette branche parallèle à la résistance, c'est ce qu'on appelle un court-circuit. C'est-à-dire qu'on met un élément qui a une résistance nulle en parallèle avec un autre élément qui a une résistance plus grande. Et du coup, on empêche le courant de passer dans cet élément. Alors pour approfondir un petit peu ce qu'on vient de voir, donc la loi des nœuds, je vous propose de résoudre ce petit exercice. Donc ici on cherche la valeur du courant I en fonction des différents éléments qu'on a là, sachant qu'on a I2, I3 et I4 qui sont donnés ici. Donc je vous propose de mettre la vidéo en pause et d'essayer de résoudre ce petit exercice. Et on corrige juste après. Alors, correction de ce petit exercice. Donc ici déjà, on sait que I, il est égal à I1 plus I2, puisque ici, il se divise en deux au niveau de ce nœud. Donc I égale I1 plus I2. On peut également déterminer que ici, donc on a le courant I1 qui arrive à ce nœud, il se divise encore en deux. Il se divise en I3 et I4. Donc je sais que I1 est égal à I3 plus I4. Et donc, de ce que j'ai ici, je peux en déduire que I est égal à I2 plus I3 plus I4. On passe ensuite à l'application numérique. I2, 50 mA, plus 30 mA, plus I4, 20 mA. Ce qui nous fait donc I qui est égal à 100 mA. Alors, on a vu les lois qui régissaient les courants, maintenant on va s'intéresser aux lois qui régissent les tensions. Et donc, la loi qui régit les tensions, c'est principalement la loi des mailles. Déjà, pour comprendre comment fonctionne la loi des mailles, il faut comprendre ce que c'est qu'une maille. Une maille, c'est tout simplement un bout de circuit qui revient à son point de départ, comme celui-ci. Ici, j'ai une maille en rouge, hop, et j'en ai une autre ici en vert, hop, et j'en ai une troisième ici en noir, hop. Donc j'ai trois mailles. Et donc dans chacune des trois mailles qu'on vient de trouver, on peut dire que la somme totale de toutes les tensions de chacune de ces mailles est égale à 0. Si je prends par exemple la maille en rouge, dans cette maille, j'ai les éléments R1, R6, R5 et le générateur. Eh bien, si je fais la somme des tensions aux bornes de chacun de ces éléments, ça va me faire 0. Donc c'est ce que j'ai écrit ici. J'ai UR1
plus UR6 plus UR5 moins E égale 0. Pourquoi moins E? Tout simplement parce que si on prend chacune des flèches de ma maille, on voit que la flèche de la tension E ne va pas dans le même sens. Donc forcément, elle est négative. Je vais faire la même chose maintenant avec la maille en vert. Donc ça me donne UR1 plus UR2 plus UR3 plus UR4 plus UR5 moins E égale 0. Enfin, pour la dernière maille, celle en noir, je vais avoir UR6 moins UR6, puisqu'on n'est pas dans le même sens que les autres, moins UR6 plus UR2 plus UR3 plus UR4 égale 0. Donc pour conclure avec cette loi des mailles, je vous propose un petit exercice d'application. Donc ici, le but du jeu, c'est de trouver UR5 et UR3. Donc dans l'ordre que vous voulez, ça n'a pas d'importance, avec les données qui sont juste ici. Donc je vous propose de mettre en pause la vidéo et d'essayer ce petit exercice, et on se revoit tout de suite pour la correction. Alors, correction de ce petit exercice. Donc la première chose à faire ici, ça va être de déterminer R3. On peut le faire grâce à la maille qui est là. Donc, dans cette maille, j'ai E plus UR1 plus UR2 moins UR3. On voit que les flèches ne vont pas dans le même sens que les autres. Et même chose, moins UR4 égale 0. Moi, ce que je veux, c'est UR3. Hop, UR3 égale E plus UR1 plus UR2 moins UR4. Et donc, E 20 volts, UR2 6 volts. J'ai sauté UR1, donc UR1 moins 5. Et R4 3, donc moins 3. Ce qui nous fait donc 26 moins 5, 21, moins 3, 18. 18 volts pour UR3. Alors maintenant qu'on a UR3, on va essayer de calculer UR5. Donc on va se fier à cette maille-là. Et donc pour cela, on va dire que E moins UR5 moins UR3 moins UR4 égale 0. Ensuite, donc, on isole notre R5. Hop, UR5 égale E moins UR3 moins UR4. C'est donc égal à 20 moins 18 moins 3. Ce qui est égal à moins 1 volt. UR5 est une tension négative. Pour calculer UR5, on aurait également, bien évidemment, pu utiliser cette maille-là et utiliser UR1 et UR2. Il y avait bien sûr plusieurs solutions possibles. Dans un circuit électronique, il peut être parfois intéressant pour faire des calculs de réunir plusieurs résistances en une seule. Ça peut simplifier parfois les calculs. Donc il faut discerner deux choses. Tout d'abord, les résistances, elles peuvent être soit en série, soit en dérivation. On va d'abord voir ce que c'est en série. Donc deux résistances sont en série tout simplement si elles sont à la suite l'une de l'autre dans un circuit. C'est-à-dire si le courant qu'ils traversent est le même. Donc dans ce cas-là, ici j'ai R1, ici j'ai R2, quand j'ai deux résistances qui sont en série,
je peux les réduire à une seule résistance qui est égale à la somme des deux. Bien sûr, là j'ai pris l'exemple pour deux résistances, mais ça marcherait quel que soit le nombre, tant que c'est en série. Donc maintenant pour les résistances en parallèle ou dérivation, on peut dire les deux. Donc deux résistances sont considérées comme étant en parallèle si elles ne sont pas dans la même maille par rapport au générateur. C'est-à-dire, regardez, avec le générateur, j'ai une maille qui est ici, une autre qui est là. Ces deux résistances ne se trouvent pas dans la même maille, donc elles sont en parallèle. Donc, dans ce cas-là, si je veux réduire mes deux résistances à une seule résistance grand R qui se trouve ici, il faut que j'applique la loi suivante. J'ai 1 sur grand R qui est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2. Si on modifie un peu cette formule, on peut arriver au résultat suivant. R égale R1 fois R2 sur R1 plus R2. Attention toutefois, ça ne s'applique que si vous avez deux résistances en parallèle. Si j'en rajoutais une troisième, je ne pourrais plus appliquer cette loi-là. Ça ne ferait pas R1, R2, R3 sur R1 plus R2 plus R3. Dans ce cas-là, vous seriez obligé de passer par cette première formule. Donc bien attention, celle-là, seulement pour deux résistances. Comme à chaque fin de chapitre, je vous propose un petit exercice d'application. Donc ici, vous avez un montage électrique avec tout un tas de résistances. Je vous demande de me trouver la résistance équivalente à tout ça, sachant que vous avez toutes les valeurs qui sont données ici. Donc je vous propose de mettre en pause la vidéo et on se retrouve tout de suite après pour la correction. Alors, petite correction. Pour commencer, on va mettre ces deux résistances en série. Donc, on va appeler ça RA. Et on va dire que RA est égal à R1 plus R2. Ce qui nous fait R1 1 kΩ plus R2 2,2 kΩ. On a donc RA qui est égal à 3,2 kΩ. On va maintenant s'intéresser à ces trois résistances en parallèle ici. Donc on va appliquer simplement la formule. Je vais appeler le résultat RB. Et donc 1 sur RB est égal à 1 sur R4 plus 1 sur R5 plus 1 sur R6. Je vais tout mettre sur le même dénominateur. Ça va donc nous faire R5 plus R6, non R5 fois R6 pardon, plus R4 fois R5 plus R4 fois R6 sur R4 fois R5 fois R6. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est simplement que j'ai tout mis sur le même dénominateur. Le dénominateur commun, ça va être R4, R5, R6. Donc pour R4, ici, j'ai multiplié par R5 et R6 en haut et en bas. Ici, j'ai multiplié par R4 et R6. Ici, j'ai multiplié par R5 et R4. D'où je me retrouve avec tout ça. Donc maintenant, ça, c'est égal à 1 sur RB. Nous, ce qu'on cherche, c'est RB. Donc on va inverser tout ça. Hop. Donc ça nous fait R4 fois R5 fois R6 divisé par R5 fois R6 plus R4 fois R5 plus R4 fois R6. Maintenant, on va passer à l'application numérique. R4, R5, R6, 2,2 fois 3,3 fois 4,7 divisé par 3,3 fois 4,7 plus 2,2 fois 3,3 plus 2,2 fois 4,7. Je vous laisse faire ce petit calcul avec votre calculette. Et normalement, si tout se passe bien aux arrondis près, vous devez trouver à peu près 1 kΩ. Quand vous faites des associations de résistance assez longues comme ce qu'on est en train de faire,
La bonne habitude à prendre, c'est de redessiner au brouillon votre schéma quand vous avez, au fur et à mesure que vous associez des résistances. Donc moi j'ai redessiné mon schéma avec RA et RB qu'on vient de calculer. Comme ça c'est beaucoup plus clair, on sait mieux ce qu'on va faire. Donc ici déjà je vais commencer par faire R3 et RB en série. Ça va être le plus simple à faire pour l'instant. Donc je vais appeler ça RC. Et donc RC va être égal à R3 plus RB. R3 on a dit que c'était 3,3. Et RB on a dit que c'était 1 kg. 3,3 plus 1 kg égale 4,3 kg. Alors maintenant, donc là on n'a plus qu'une seule résistance ici, on va faire ces deux-là en parallèle. Donc RA en parallèle avec RC. Donc ça va nous faire RD, je vais l'appeler, qui est égal à RC fois RA sur RC plus RA. Donc ça c'est égal à 4,3 plus RA qui était égal à 3,2. Ici ça a multiplié, excusez-moi, hop, sur 4,3 plus 3,2. Et donc si vous faites ce calcul, vous allez obtenir 1,8 kΩ. Une fois de plus, j'ai redessiné mon schéma avec ma résistance RD qu'on vient de calculer. Donc là, comme on peut le voir, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de calculer R7 et R8 en parallèle. Et donc on n'aura plus que deux résistances en série. Donc on va faire ça, R7 et R8 en parallèle. Je vais appeler ça RE. RE égale R7 fois R8 sur R7 plus R8. Ce qui est égal à R7 1 kg fois R8 3,3, donc divisé par 1 plus 3,3. Ce qui est donc égal à 0,8 kΩ, soit 800 ohms. Et donc pour finir, on n'a plus qu'à calculer RD et RE en série. Donc ce sera R total, RT, RD plus RE, c'est-à-dire 1,8 plus 0,8 égale 2,6 kΩ. Et voilà.